Alors, bienvenue à tous. Nous sommes vraiment contents aussi d'être nombreux ce soir, hein, et il se peut que d'autres se joignent. Alors, c'est notre deuxième édition de la Nuit de la philosophie, hein, organisée dans le cadre de la Journée mondiale de la philosophie décrétée par l'UNESCO en 2005. Mon nom est Pierre Lemasson et je suis heureux de vous présenter l'activité Lumière et conscience, organisée ce soir en collaboration avec Anadi Martel et le comité de la Nuit de la philosophie de Nouvelle Acropole. Le thème de cette deuxième édition est Philosophie, un mode de vie intègre. Et cela nous semble tout à fait adéquat comme compte tenu de la situation historique, hein, dans laquelle nous nous trouvons actuellement et depuis 2 ans et qui nous a obligés à changer nos modes de vie et nous l'espérons à amener une prise de conscience collective, hein, de changements à apporter au monde et des efforts qui seront nécessaires pour mener à bien ces tâches. Nous aurons besoin de modes de vie adaptés et intègres pour garder le cap et apprendre à travailler ensemble. C'est pourquoi nous proposons cette année des activités variées qui touchent tous les aspects de la vie en collaboration avec plusieurs intervenants qui incluent les valeurs philosophiques dans leur pratique quotidienne. C'est donc avec plaisir que je vous présente Anadi Martel, qui est physicien et expert en luminothérapie. Il est aussi concepteur d'instruments expérimentaux de traitement du son et de la lumière. Ces 30 années de recherche dans le domaine l'ont mené à la création du système de stimulation multisensorielle Sensora, considéré comme un des systèmes les plus avancés au monde dans le domaine. De 2011 à 2018, Anadi Martel a été président de l'International Light Association, l'ILA, un regroupement de chercheurs explorant les applications thérapeutiques de la lumière. Il est l'auteur des livres Le pouvoir de la lumière aux éditions Trédaniel et Light Therapies, A Complete Guide to Healing Power of Light aux éditions Healing Arts Press. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Anadi Martel. Merci Pierre. C'est un grand plaisir de participer à cette deuxième édition de la Nuit de la philosophie à Montréal. C'est une très belle tradition. Et on va parler d'un sujet qui est sûrement très approprié, puisqu'on va parler de la conscience, qui est sûrement un des points d'exploration les plus essentiels de la philosophie. On voit qu'il y a plusieurs visages familiers, plusieurs visages inconnus. C'est un plaisir de vous rencontrer tous. Alors, on va tout de suite plonger dans le vif du sujet, puisqu'on a un temps un peu limité. Je vous ai préparé une petite présentation. Voilà, normalement, ça devrait y être. Donc, on va parler de lumière et conscience. La lumière, évidemment, c'est quelque chose d'importance fondamentale dans nos vies, dans cette existence sur la planète Terre. Et c'est aussi un pont entre les réalités matérielles et spirituelles. On va parler de cet aspect des choses. Vous voyez ici l'arc-en-ciel, l'exemple classique de la pureté de la lumière. Et depuis tous les temps, la lumière est considérée comme cet élément magique dans la réalité physique. Les Grecs avaient la déesse Iris qui faisait le pont entre le monde des vivants et le monde des morts. Elle était la seule à pouvoir traverser cet arc-en-ciel qui permettait de passer d'un monde à l'autre. Et bon, on reste avec cette présence depuis l'aube des temps. Alors, la lumière, c'est non seulement quelque chose de symbolique, mais c'est quelque chose de très réel et qui a des applications très pratiques aussi. Et c'est utilisé de plus en plus pour la guérison. Et on va parler aujourd'hui de cette relation entre lumière, conscience et guérison. Alors, depuis les années 2000, il y a un véritable renouveau de la science de la médecine de la lumière. Et ça, c'est lié à des découvertes
qui sont reliés aux trois principaux vecteurs d'action de la lumière sur nous. Le premier de ces vecteurs d'action, c'est le fait que la lumière peut directement régénérer nos cellules. La lumière est une manière d'augmenter le métabolisme cellulaire. Et c'est utilisé maintenant pour plusieurs sortes de thérapies. Et c'est ce qui applique techniquement la photobiomodulation. Et vous avez peut-être même vu déjà autour de vous plusieurs appareils qui émettent de la lumière rouge ou ambrée. C'est utilisé pour plein de choses au niveau de l'inflammation, douleurs musculaires. Il y a de plus en plus de champs d'action, d'application de cette modalité. C'est aussi utilisé beaucoup en esthétique, de plus en plus, pour aider la peau. Donc, un premier domaine très important de la médecine de la lumière, cette action de la lumière sur les cellules. Un deuxième vecteur d'action essentiel qui a été découvert il n'y a pas si longtemps, il y a plus d'une vingtaine d'années, c'est l'action chronobiologique de la lumière à travers ce qu'on appelle la voie optique non visuelle. Il y a un lien direct entre notre œil, entre notre rétine, et le cœur du cerveau, l'hypothalamus, où s'opère tout l'équilibre hormonal qui gère notre homéostasie. Donc, on sait maintenant qu'il y a un lien dédié du nerf optique qui amène directement l'information lumineuse de l'œil jusqu'à l'hypothalamus et qui a toutes les conséquences que vous voyez énumérées ici, donc a une importance fondamentale sur notre équilibre hormonal. Et ça a mené à plusieurs formes de thérapie dont vous avez sûrement entendu parler aussi, comme la plus connue, c'est la thérapie contre la dépression saisonnière. On sait que si on a une lumière brillante, ça permet de resynchroniser notre horloge interne, notre rythme circadien, et ça a plein de conséquences bénéfiques sur la santé. Donc, autre champ d'application répandu de la lumière. Mais tout ça n'est pas très lié à la conscience, finalement. C'est vraiment une action biochimique de la lumière dont on parle dans ces deux types d'applications. Il y en a une troisième modalité d'application qui, elle, se rapproche plus du sujet dont on parle aujourd'hui. Et c'est l'action des couleurs sur le système visuel. Donc, c'est un autre canal complètement par rapport aux deux autres d'action de la lumière et de la couleur sur notre organisme. Et ça se passe par le nerf optique. Donc, la lumière passe de la rétine, s'établit au cortex visuel, à l'arrière du cerveau, et de là, se diffuse dans un paquet de régions cérébrales. Et ça rejoint évidemment notre conscience par la vision. Ça rejoint aussi toutes sortes d'aires cérébrales qui sont plus liées à l'inconscient et aux réactions émotionnelles instinctives, le système limbique, l'amygdale, des centres comme ceux-là. Donc, on voit une action autant consciente que inconsciente de la couleur et de la lumière. Il y a aussi d'autres voies du nerf optique moins connues, mais tout aussi importantes. Il y a la voie rétinotectale qui relie la rétine avec des centres internes, le colliculus supérieur, qui eux aussi sont impliqués dans la gestion des stimuli émotionnels et comment cette perception inconsciente des émotions. Donc, il y a vraiment un lien entre la couleur et toute cette dimension. Il y a aussi un autre lien dans le nerf optique qui est la voie accessoire qui relie la rétine au tronc cérébral. Et on sait que toute notre régulation involontaire est contrôlée par le tronc cérébral, donc les rythmes cardiaques, le sommeil, l'état de vigilance, la respiration, etc. Tout ça est aussi sous influence de la lumière et de la couleur par un lien direct dans le cerveau. Donc, on s'aperçoit que la lumière rejoint essentiellement toutes les parties de notre cerveau et que finalement, la lumière et les couleurs sont capables d'influencer nos processus cérébraux à tous les niveaux, autant physiologiques, émotionnels que cognitifs, parce qu'on touche vraiment à toutes les ondes cérébrales, et autant au niveau du conscient que de l'inconscient. Donc, on voit cette influence extrêmement puissante de la lumière et de la couleur sur notre cerveau, sur notre état cognitif. Et donc, ça ouvre naturellement la voie à des formes de thérapie très intéressantes. Alors, maintenant, essayons de voir pourquoi la lumière peut avoir une telle influence sur la conscience. Alors,
évidemment, ce sens de la vision par laquelle ça passe est le plus important qu'on a finalement. On dit que jusqu'à 80% de notre information sensorielle passe par la vision. Alors, ce n'est pas étonnant que la lumière ait cette capacité exceptionnelle de focaliser notre attention et d'influencer notre conscience. Et c'est ce qu'on cherche à mettre à profit avec certaines formes de thérapie lumineuse. Donc, on voit maintenant ce lien entre la lumière et la conscience. Maintenant, comment aller plus loin? Comment faire le lien avec utiliser la lumière pour la guérison? En fait, c'est qu'on sait qu'il y a un lien direct entre la conscience et la guérison. Il y a plein d'aspects de cette dimension qui sont découverts depuis quelques années en particulier, qui entrent en ligne de compte dans cette relation de conscience et guérison. Évidemment, un des plus connus, c'est l'effet placebo. L'effet placebo qui est toujours la bête noire de l'industrie pharmaceutique parce que ça perturbe toutes les études cliniques qui essaient de détecter les effets biochimiques. Et ce que c'est l'effet placebo, c'est essentiellement le fait que par le mental, on peut affecter notre état physiologique. Donc, l'influence de la pensée sur notre état de santé qui est absolument fondamental. Donc, cet effet placebo est un élément clé de cette influence de la conscience sur la guérison. Influence cognitive sur la santé tant physique que mentale. Ensuite, ça ne se résume pas seulement à ça, cette influence de la conscience sur la guérison. Il y a d'autres aspects très intéressants, comme par exemple tout ce domaine de l'épigénétique, qui est relativement nouveau aussi, qui nous montre que l'expression génétique de notre ADN est sujette à notre attitude mentale. Donc, selon les pensées qu'on a, selon notre attitude interne, selon notre état de conscience, finalement, on va affecter carrément la manière dont notre ADN fonctionne, dont nos cellules se reproduisent et se développent. Et si vous voulez en apprendre plus sur ce domaine très intéressant, je vous recommande le livre plusieurs livres de Bruce Lipton, qui est un des principaux exégètes de cette science de l'épigénétique. Il y a aussi d'autres aspects comme la neuroplasticité. On sait maintenant que non seulement, évidemment, on sait que l'activité mentale est gérée par les neurones. Les neurones forment les pensées dans les théories actuelles qu'on a sur la pensée, mais on se rend moins compte que ça va dans les deux sens. On sait maintenant aussi que la pensée est capable de générer les neurones par ce phénomène de neuroplasticité. Donc, notre pensée est capable d'influencer les connexions neuronales, est capable de multiplier les connexions synaptiques, etc. Donc, encore toute cette nouvelle dimension qui montre de plus en plus clairement l'influence de la conscience sur notre état interne, sur notre état de santé. Alors, ça amène maintenant plusieurs techniques de guérison qui utilisent cette neuroplasticité. Si le domaine vous intéresse, vous pouvez regarder un docteur Deutsch, un Canadien, qui explique très bien comment ça fonctionne et tous les champs d'application de cette nouvelle approche. Et finalement, un autre aspect intéressant, c'est la psychoneuroimmunologie qui montre qu'il y a une connexion entre le système nerveux et tout notre système immunitaire, le système lymphatique. Et ça va très loin. En fait, on commence à peine à comprendre les implications de tout ça. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a un lien intime entre nos pensées et la capacité de fonctionner de notre système immunitaire. Donc, encore là, ce lien entre conscience et guérison. Donc, on voit maintenant le pont que je suis en train de vous décrire. Donc, la lumière influence la conscience influence la guérison. Donc, on comprend très bien que par la lumière, on peut influencer la guérison par ce biais de la conscience. Alors, ça passe surtout par le biais de la couleur, parce que c'est la couleur qui a ce principal impact sur notre perception. C'est la couleur qui a la plus grande influence sur nos effets cognitifs. Et donc, il y a de puissantes modalités thérapeutiques qui peuvent être exploitées par cette influence de la couleur, qu'on appelle aussi chromothérapie. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails, mais on perçoit tous comment les différentes couleurs ont des effets différents sur nous. Il y a des couleurs qui sont plus calmantes,
d'autres qui sont plus stimulantes, et des couleurs équilibres qui sont à mi-chemin entre ces deux pôles chromatiques. Et donc, on comprend que les couleurs, on peut avoir différentes actions sur nous. Et toute cette science de la chromothérapie donc, consiste en gérer cette influence des différentes couleurs de manière la plus efficace possible. Ça remonte à loin, cette influence de la couleur. Dans l'Antiquité, c'était utilisé. Plus récemment, au XXe siècle, il y a eu des chercheurs comme Dinsha Gadiali qui a été persécuté de son vivant. Le pauvre Gadiali il s'est retrouvé en prison, en fait. Et toute la science qu'il a développée dans les années de 1820 à 1840 a été comme oblitérée finalement. C'est juste maintenant qu'on commence à s'intéresser à ce qu'il avait découvert. Il avait mis au point, par exemple, une très belle roue chromatique. Il avait été un des premiers à systématiser ces effets thérapeutiques des différentes couleurs. Et il y a plusieurs manières d'utiliser la couleur par ces voies cognitives. Je vais vous en énumérer quelques autres qui sont moins connues, par exemple. On ne se rend pas souvent compte que la lumière peut avoir une influence latérale sur chacun de nos hémisphères cérébraux, parce que notre système visuel est fait de telle manière que toute la partie gauche de notre champ visuel se retrouve directement à la partie droite du cortex visuel et vice-versa. Il y a comme un croisement entre les deux moitiés du champ visuel dans notre cerveau. Et ça veut dire qu'on peut influencer de manière différentielle chaque hémisphère cérébral selon les couleurs qu'on peut appliquer sur chaque portion du champ visuel. Et ça ouvre la porte à toute une forme de thérapie extrêmement intéressante, la lumière latérale. Un autre biais fascinant de cette influence de la lumière et de la couleur sur notre état cérébral, c'est celui qui passe par l'entraînement des ondes cérébrales. Vous savez tous notre cerveau émet des ondes de basse fréquence qui sont catégorisées en différentes bandes, les ondes alpha, theta, delta, qui correspondent chacune à un état mental spécifique selon leur fréquence. Et il y a ce magnifique phénomène de résonance photique qui fait que quand on stimule n'importe lequel de nos sens avec une pulsation qui est dans le registre des ondes cérébrales, il y a ce phénomène de résonance naturelle qui fait que nos ondes cérébrales ont tendance à se mettre en résonance avec ce stimulus extérieur. Et par cette résonance, notre cerveau est amené donc vers la fréquence de ce stimulus externe. Donc, on voit qu'on a une autre manière d'influencer notre état interne par le stimulus de la lumière. Encore une autre voie possible. Alors, toutes ces voies, en fait, je les étudie depuis de nombreuses années et ça m'a amené à créer des instruments comme le Sensora, qui est un espace multisensoriel. Vous voyez la personne ici qui est étendue en dessous d'un grand écran couvert de lumière pure. Ces lumières exploitent toutes ces différentes voies d'action. Donc, il y a la latéralité, il y a des pulsations de basse fréquence qui influencent les ondes cérébrales. Donc, tout ça ensemble permet d'avoir un impact cognitif extrêmement puissant et donc de mener à des formes de thérapie très intéressantes. Ici, il y a une petite liste qui montre le genre de choses pour lesquelles ce genre de thérapie peut être utile partout où une influence de la conscience donc, a un rapport avec l'état de notre corps. Et il y a plusieurs domaines psychosomatiques de cet ordre-là, qu'on parle de dépression, stress, burn-out, insomnie, etc. J'ai aussi développé un appareil plus petit, la Sensosphère. C'est une lampe qu'on peut mettre chez soi, vous la voyez ici derrière moi, basée sur les mêmes principes. Donc, encore une fois, des techniques d'utilisation de la lumière par le biais cognitif. Donc, on voit aussi donc, qu'il y a cette influence thérapeutique de la lumière qui touche notre corps, notre cerveau, notre mental. Et déjà, ça en soi, c'est tout à fait majeur, magnifique. Mais on sent tous quelque chose qui va encore plus loin quand on parle de lumière. On ne parle pas seulement de ses effets physiques et de ses effets cognitifs, mais on a l'impression que ça touche à quelque chose de plus fondamental encore, quelque chose d'ordre spirituel, en fait. Et ça aussi, ça ouvre la porte à toute une autre dimension reliée à la lumière et la conscience. Alors,
Un exemple classique de ça, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est cette question des expériences de mort imminente. C'est quand des personnes vivent une mort temporaire, soit suite à un accident ou pendant une opération, et sont ramenés à la vie. Donc, pendant un certain temps, il y a une mort physique qui est ensuite réversée. Donc, ça arrive à un nombre étonnant de personnes. En fait, à des milliers de personnes vivent ces expériences chaque année. Et souvent, elles reviennent en racontant des histoires qui se recoupent et qui les marquent profondément. Et le thème qui revient le plus souvent, c'est ce thème de la lumière. Donc, les gens sont amenés à travers un canal lumineux dans une autre dimension de la réalité, au-delà du monde physique. Et je vous montre ici un exemple de ces expériences de mort imminente. Par exemple, cette personne qui raconte ici ce qu'elle a vu de l'autre côté de ce passage. Elle dit, tout ce monde était composé de lumière, et moi aussi. Ce que la lumière véhiculait, c'était de l'amour. Partout, il y avait de l'amour. On aurait dit que l'amour venait de l'herbe, des oiseaux, des arbres, donc de tout l'univers dans lequel elle se retrouvait. Ce qui est le plus surprenant dans ce témoignage, c'est que ça vient d'une personne qui était aveugle de naissance. Et même en étant aveugle, donc son expérience de cette lumière finalement non physique l'a amené dans ces dimensions de connecter à l'amour finalement. Donc on voit cette espèce de lien entre la lumière et les dimensions transcendantes de la vie. Alors, la lumière rejoint les dimensions les plus subtiles de la conscience. On peut prendre le temps ce soir de comprendre un peu plus, de regarder un peu plus qu'est-ce que c'est que la conscience, en fait, si on veut aller plus loin. Alors, d'un point de vue scientifique, il y a tout un champ de la philosophie, en fait, et de la science maintenant qui traite de l'étude de la conscience. Et il y a différentes grandes théories sur la nature de la conscience. Les principales, par exemple, celle qui domine notre culture depuis 2 siècles à peu près, c'est le matérialisme. Donc, selon le matérialiste, qui est la vision commune de notre société, c'est la matière qui est le substrat de l'univers. Donc, tout est basé sur des particules élémentaires des atomes. Et si on comprend comment les atomes fonctionnent, on comprend le fonctionnement de toute la réalité finalement. Et au travers de ça, la matière forme notre corps, notre cerveau, et le fonctionnement des neurones dans notre cerveau crée ce qu'on appelle la conscience, donc qui est finalement un effet périphérique de la matière, généré par la matière. Et finalement, cette conscience n'est qu'une illusion dans cette vision du matérialisme. C'est la matière qui est fondamentale. Donc, c'est une théorie de la conscience, donc, générée par la matière. Mais ce n'est pas la seule. On a tendance à oublier qu'il y a d'autres manières de voir les choses qui sont tout aussi plausibles et qui sont explorées par d'autres chercheurs et scientifiques. La théorie du dualisme qui remonte à Descartes au XVIIe siècle, dans cette vision-là, matière et conscience existent séparément. C'est comme deux aspects différents de la réalité et ils coexistent dans notre univers depuis le début. Alors, une autre manière de voir cette relation de matière et conscience. Une autre théorie de la conscience encore qui est très particulière, qui concerne souvent plus certains philosophes à notre époque, est celle de l'idéalisme. Alors, dans la vision de l'idéalisme, en fait, on met les choses à l'envers. Ce n'est pas la matière qui est la base de la réalité, c'est la conscience. Et il y a cette conscience universelle, ce champ de perception universelle, en fait, est l'élément fondamental. Et c'est à l'intérieur de cette conscience que la matière apparaît. Finalement, la matière est comme une illusion qui apparaît dans le champ de la conscience. Donc, c'est une manière inversée de voir, de comprendre la réalité. Et ce qu'il faut réaliser clairement, c'est que même en termes les plus scientifiques, il n'y a aucune manière de distinguer, de dire laquelle de ces approches est plus réelle que l'autre, matérialisme ou idéalisme. Personne ne peut vraiment prouver quelle vision de la réalité correspond le plus à ce qui se passe vraiment. Donc, il faut toujours rester ouvert au fait que le matérialisme est loin d'être un élément prouvé
de notre monde, même si on a tendance, c'est ce qui est véhiculé par le monde scientifique et par le monde culturel communément. Donc, quand on revient à cette théorie de l'idéalisme, où c'est la conscience qui est primordiale, il y a un corollaire de ça qui m'a toujours beaucoup intéressé en tant que physicien, c'est que quand on parle de matière, on parle des particules élémentaires, qui sont les éléments constituants de toute matière. Et en fait, on s'aperçoit, si on étudie les couches les plus élevées de la physique, les particules élémentaires, qu'on peut ramener toutes les particules élémentaires à quelques éléments constitutifs. Il y en a une quantité limitée de particules élémentaires. Vous les voyez ici, c'est un tableau qui résume toutes les particules élémentaires connues. C'est le modèle standard de la physique. Donc, il n'y en a pas un très grand nombre. Il y a celles que vous voyez là, il y a plusieurs familles derrière chacune de celles-là qui les multiplient. Donc, il y en a à peu près 200 en tout. Ces 200 particules élémentaires résument l'ensemble de notre réalité physique. Et si on les étudie, on s'aperçoit qu'on peut les réduire finalement à des éléments de symétrie dans des théories mathématiques. Alors, ce qu'on appelle la matière, on s'aperçoit que ce n'est rien d'autre que des principes mathématiques, finalement, des principes qui gèrent des éléments complètement abstraits, qui sont ces concepts de symétrie. Donc, on peut ramener même la matière à quelque chose de complètement non matériel, finalement, qui est ces principes mathématiques de symétrie. Je vais vous montrer une illustration de ça qui est très belle. C'est un petit vidéo qui a été fait par le physicien Garrett Lizzie, qui a mis au point il y a quelques années une théorie qui permet de comprendre comment ces 200 et quelques particules peuvent être toutes comprises comme des points d'un groupe mathématique, le groupe qui s'appelle le groupe de E8. Je vous montre ici. Attendez, ça devrait démarrer en principe. Oui, voilà. Alors ici, ce que vous voyez, c'est 200 points qui sont dans une structure à plusieurs dimensions et on est en train de tourner autour de cette structure à plusieurs dimensions. Et vous voyez comme cette espèce de beauté, de symétrie, ces concepts complètement abstraits de toutes ces particules élémentaires qui sont en fait toutes reliées dans une espèce d'harmonie intégrale. Alors, et c'est ça qui est la matière finalement, c'est cette espèce d'abstraction complète à un niveau... il n'y a plus grande différence entre ce qu'on assigne à la conscience et des propriétés abstraites comme ça de la matière. Si on énumère encore les théories de la conscience, une dont il faut parler, c'est celle de la non-dualité, qui est un peu l'étape qui suit tout ça, où en fait, on n'essaie même plus de définir est-ce que c'est la conscience ou la matière qui est essentielle. Et en fait, pour moi, la plus belle manière de voir ça, c'est la non-dualité, qui dit que matière et conscience ont toujours coexisté. Ce sont deux aspects d'une même réalité. Il n'y a pas deux choses différentes. C'est comme deux faces de la même réalité unique. Et en fait, ce point de vue est tout à fait compatible avec les traditions spirituelles les plus évoluées, comme l'Advaita, par exemple, de l'Inde. Si vous voulez en apprendre plus là-dessus, un des auteurs les plus intéressants sur ce sujet est Erwin Laszlo, qui parle de cette manière de voir les choses, est aussi appelée panpsychisme. Alors, quand on commence à parler de ces différentes manières de voir la conscience, c'est fascinant de voir que même la science matérialiste d'aujourd'hui est comme forcée de remettre en cause cette vision purement réductionniste. Et en particulier, elle est forcée d'aller dans cette direction à cause de la mécanique quantique. Parce que, on ne va pas entrer dans les détails naturellement, mais dans la mécanique quantique, on a une vision de la réalité physique en termes de probabilité. Tout existe, toutes les particules existent dans un champ virtuel de probabilité. Et c'est seulement quand il y a ce qu'on appelle un observateur qui prend présence, qui regarde la réalité, que les particules élémentaires basculent de ce monde virtuel à notre monde physique. C'est ce qu'on appelle le collapse ou la réduction de la fonction d'onde quantique. Et donc, il y a la présence de ce fameux observateur qui semble être critique dans
l'interface entre la réalité et la conscience. Et la mécanique quantique est obligée de prendre en considération cet observateur, donc cet élément de la conscience. Et ça dérange beaucoup de physiciens, beaucoup de scientifiques, mais il n'y a pas moyen de passer à côté. Et on voit, si on regarde, que beaucoup des grands physiciens ont une vision très spirituelle des choses. Je veux vous en citer quelques-uns. James Jean, qui était un des pionniers de cette mécanique quantique au XXe siècle, il écrit « Le courant de la connaissance se dirige vers une réalité non mécanique. L'univers commence à ressembler davantage à une grande pensée qu'à une grande machine. » Un autre grand scientifique, Max Planck, « Toute matière ne tire son origine et son existence qu'en vertu d'une force. Nous devons tenir pour acquis derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute la matière. » Vision très spirituelle de ce grand physicien. Un autre, Arthur Eddington, un autre pionnier de la mécanique quantique. Il est difficile pour le physicien terre-à-terre d'accepter le point de vue que le substrat de tout est de caractère mental. Mais personne ne peut nier que l'esprit est la première chose et la plus directe de notre expérience et que tout le reste est une inférence lointaine. Et il dit aussi la physique est l'étude de la structure de la conscience. Superbe phrase que j'ai toujours beaucoup aimée. Donc, vous voyez, ces physiciens qui sont parmi les plus grands, qui ont cette vision des choses qui est très loin du matérialisme réductionniste à laquelle on a tendance à limiter la science de nos jours. Alors, dans cette étude de la conscience, les gens qui se penchent sur la question font face à ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience. Selon le chercheur David Chalmers, c'est le terme qu'il a désigné il y a quelques années. Et c'est quand les chercheurs essaient de comprendre la relation, comment se fait-il que quelque chose de non matériel, comme la conscience, puisse interagir avec la matière. Et en fait, il n'y a aucune manière de vraiment résoudre ce mystère. Qu'est-ce qui est conscient même quand il n'y a plus aucune pensée? On sent que la conscience existe, même sans la présence de pensée, il y a cette présence. Et c'est relié à toute la dimension de la méditation, qui est inexplicable en termes scientifiques. Et on a souvent l'impression que quand on entend parler de nos jours de l'intelligence artificielle et de l'étude du cerveau, qu'on commence à ramener tout en termes de neurologie, qu'on peut expliquer la pensée et la conscience en termes de processus cérébraux. Et encore une fois, je peux vous confirmer que ce n'est pas du tout le cas. En fait, ce qu'on traite en manière scientifique, c'est plutôt les aspects qui sont désignés comme problèmes faciles de la conscience, et c'est plus tout ce qui a trait à l'activité mentale, à la pensée. Et ça, c'est plus facile à analyser, à saisir, à simuler par les ordinateurs. Ce qui reste impossible à comprendre et à simuler, c'est la conscience qu'il y a derrière les pensées, le substrat dans lequel les pensées prennent forme finalement. Et donc, si on regarde de près, on se rend compte que personne, aucun chercheur, aucun philosophe finalement, depuis le début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, n'a vraiment une idée réelle de ce qu'est notre propre conscience qui nous habite. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à comprendre même avec les avancées scientifiques la nature ultime de la conscience. Et alors, bien sûr, les chercheurs qui font face à ce problème, ils se rendent bien compte du problème. C'est que on n'arrive pas, la conscience peut difficilement s'observer elle-même. C'est un problème d'autoréférence. Il y a comme ce fait qu'il faut, c'est ce que les méditants connaissent bien, c'est le paradoxe entre l'observateur et l'observé. Et c'est impossible à résoudre à travers le mental. Donc, on ne peut pas scientifiquement percer ce mystère fondamental. Par contre, ça nous amène à ce qui est connu sous le nom d'expérience mystique, ou ce que les mystiques disent depuis des millénaires, c'est qu'on peut effectivement pas observer la conscience, mais la seule manière de la comprendre réellement, c'est de la devenir. Il y a moyen de plonger, de devenir la conscience. Et c'est ce qu'on appelle l'expérience mystique, c'est toute la dimension spirituelle. Et
c'est quelque chose qui me fascinait depuis mon plus jeune âge. Personnellement, je suis allé en Inde pour étudier la méditation et j'ai rencontré un maître merveilleux, Osho, qui m'a permis d'explorer cet univers-là. Et j'aime beaucoup, par exemple, cette phrase ici de ce maître spirituel qui dit: la conscience est comme un lac. Avec des vagues, elle devient le mental. Sans vagues, elle devient l'âme. Donc, c'est cette vision, encore une fois, non dualiste. Il n'y a pas de distinction entre mental et conscience. Ce sont deux phénomènes d'une même réalité selon qu'on l'observe à travers l'agitation de la pensée ou selon qu'on peut le voir de l'intérieur par la source de l'âme. Et ça amène en fait, on s'aperçoit qu'on est vraiment libre de choisir notre point de vue finalement. Est-ce qu'on préfère voir le point de vue matérialiste ou le point de vue de cette conscience universelle? Et Osho le résumait très bien avec cette phrase humoristique ici. Il disait: les mystiques de l'Inde ont déclaré Aham Brahmasmi, je suis la conscience universelle. C'est ce qui est le plus fondamental en moi, c'est cette conscience universelle. Et par contre, Skinner, qui là, il faisait référence au psychologue behavioriste Skinner, qui a développé cette vision extrêmement mécanistique de la conscience. Il dit on peut tout résumer à des phénomènes mécaniques dans le cerveau qu'on peut programmer et influencer, comme chez un rat. Donc, on a ce choix finalement qui est est-ce qu'on préfère être un rat ou est-ce qu'on préfère être Dieu? Alors, c'est à chacun de nous de choisir. Je vous laisse libre de le faire. Donc, pour terminer cette petite présentation, toujours cette question de qu'est-ce qui relie la lumière à la conscience? Pourquoi on sent intuitivement que ce lien fondamental au-delà de l'aspect matériel, physique de la lumière? Alors, une approche possible de ça, que je vais développer ici un peu en tant que physicien, c'est essayons de comprendre un peu la lumière, c'est quoi au départ. On sait que la physique sait qu'on peut résumer tout notre univers à 4 forces fondamentales, dont 2 sont à longue portée, la gravité et la force électromagnétique, 2 à très courte portée, donc ils n'agissent que dans l'atome, dans le noyau, des interactions fortes et faibles. Et ce qu'on appelle la lumière, en fait, c'est une manifestation d'une de ces 4 forces-là, c'est une manifestation de la force électromagnétique. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette force électromagnétique? C'est qu'elle est modulée, générée par une particule qu'on appelle le photon, qui est sans masse, qui a une masse nulle. C'est une des rares particules qui a cette propriété. Et si on regarde plus loin encore la théorie de la relativité générale qui a été développée par, évidemment, Einstein au XXe siècle, il nous montre que l'espace-temps, en fait, a une forme et en 4 dimensions, et que ce qu'on appelle la gravité, ce sont simplement des déformations de cette structure en 4 dimensions. Et il a montré que même la lumière suit ces trajectoires spatiales dans l'espace-temps qui sont formées par la matière, par la gravité. Donc, en fait, si on regarde ce que c'est que la lumière, ce sont comme ces particules sans masse, complètement, qui sont pure énergie, qui ne font que suivre cette forme de l'espace-temps, un peu comme un courant d'eau qui suit les formes d'une montagne et qui coule naturellement. Donc, il y a vraiment cette relation entre la lumière et une liberté totale, finalement. La lumière, on peut dire que c'est l'ultime messager universel. C'est la manière de communiquer la plus rapide qui puisse être dans notre réalité physique. Et c'est aussi, elle est porteuse d'informations de manière universelle. Donc, il y a comme quelque chose de un lien entre l'information et la lumière ici qui rejoint cette idée de la conscience. Et il faut toujours se rappeler que quand on parle de lumière, il y a plein d'aspects qui restent encore très mystérieux. Même si on a l'impression de bien comprendre, la science utilise la lumière, on a des instruments très précis pour générer la lumière, pour la mesurer, mais à la base, sa nature réelle reste mystérieuse. Un paradoxe de base,
qui est montré par la relativité restreinte, c'est que si on prend deux rayons de lumière, on penserait que la vitesse à laquelle elles se rapprochent devrait être deux fois la vitesse de la lumière, un peu comme si on a deux trains qui foncent un vers l'autre, chacun avec une certaine vitesse v, ben l'espace entre les deux va rétrécir à la vitesse 2v. Mais pour les photons, pour la lumière, ce n'est pas le cas. Parce que cette vitesse de la lumière est une espèce de limite ultime à la réalité physique. On ne peut pas aller plus loin. Donc, ce n'est pas une vitesse ordinaire à la vitesse de la lumière. Là, on voit que la lumière est vraiment une catégorie différente de la matière normale qui nous entoure. Et on voit aussi que une autre chose que la relativité nous montre, c'est que quand on atteint la vitesse de la lumière, le temps s'arrête et la distance est compressée à zéro. Alors, aucune particule matérielle ne peut atteindre cette limite parce que ça prendrait une énergie infinie, mais la lumière, elle, vit constamment dans cette réalité. Et donc, ces particules de lumière existent dans une réalité où le temps est arrêté, où il n'y a pas de distance. Alors, et ça, ce sont en fait des propriétés qui sont très souvent associées à la conscience. Quand on parle de la méditation, on dit que le temps disparaît, l'espace disparaît. Ben, on voit que la lumière semble vraiment exister dans un domaine de la réalité qui est du même ordre finalement. Donc, encore une fois, cette espèce de lien entre lumière et conscience d'un point de vue purement illuminé par la physique contemporaine. Et alors, j'aime beaucoup cette citation d'Einstein qui disait à la fin de sa vie que même s'il a consacré toute sa carrière à essayer de comprendre la nature de la lumière, et pour lui, c'est toujours resté mystérieux. Et même si pour Einstein, c'est resté un mystère, ben, on comprend que ça l'est pour la plupart d'entre nous encore. Et cette manière d'appréhender la relation entre lumière et conscience, évidemment, remonte très loin. Les anciennes cultures le percevaient très bien. Et ça a mené à toute une autre forme de thérapie par la lumière qui est plus abstraite, plus ultime finalement, qui est la circulation de la lumière intérieure. Il y a plusieurs techniques de visualisation de lumière intérieure qui est peut-être la forme la plus, finalement, la plus évoluée de la thérapie lumineuse. Les Tibétains ont des très belles techniques de ce genre de circulation par des canaux internes. Et toutes les traditions ont toujours associé l'aura autour des saints, autour des illuminés avec la lumière. Donc, il y a vraiment cette relation directe, que ce soit chez les musulmans, chez les bouddhistes, chez les chrétiens. Donc, la lumière, c'est vraiment l'incarnation, la manifestation de la conscience. Les Tibétains amènent ça très loin. Ils ont ce qu'ils appellent un concept du corps arc-en-ciel, où ils ont une tradition selon laquelle leur plus grand maître, leur plus grand saint à la mort se dissolvent en lumière. Et ils ont ce rituel où pendant quelques jours, le corps du maître disparaît. Et selon ce qu'ils disent, il y a un arc-en-ciel lumineux qui apparaît au cours de ce processus et qu'à la fin, le corps a complètement disparu. Donc, cette unification entre lumière et conscience qui est vraiment fait partie de leur culture de manière très pratique. Alors, voilà, c'était le voyage que je voulais vous faire aujourd'hui. On est allé du monde physique jusqu'à un monde plus abstrait. Et si vous voulez explorer plus loin ces dimensions, vous pouvez regarder mon livre en français ou en anglais. Et tous ces sujets sont abordés évidemment en plus grande profondeur. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, Pierre, il reste un peu de temps pour des questions peut-être. Merci, c'était génial, Anadi. Donc oui, vous êtes tous invités à poser des questions, peu importe le niveau ou l'angle que cette activité a pu faire surgir. Quelle serait de façon très concrète la meilleure façon de bénéficier des impacts de cette connaissance-là? On est au tout début de cette connaissance-là.
Est-ce que c'est des techniques de luminosité ou la méditation ou de façon concrète, quel serait l'enlignement qu'on pourrait prendre selon vous? Excellente question. Ben, écoute, comme on vient de voir, on peut l'aborder de plein de manières différentes selon ce qu'on cherche à faire. C'est sûr qu'on peut effectivement explorer des techniques de méditation, de visualisation interne de lumière sans avoir besoin d'aucun accessoire. Sinon, maintenant, si on regarde sur le web, on voit qu'il y a plein d'appareils de luminothérapie qui sont accessibles maintenant à des prix relativement abordables. Il y a plein d'outils pour la photobiomodulation, des appareils qui émettent de la lumière infrarouge qu'on peut appliquer sur différentes parties du corps. Ça fonctionne très bien pour plusieurs choses. Il y a aussi ces appareils de lumière intense qui sont très pratiques, surtout en hiver, pour se donner un boost énergétique. Donc ça aussi, c'est facilement accessible, pas trop cher. Et si on veut explorer la couleur, ben, il y a toutes ces techniques de chromothérapie. Maintenant, on dispose assez facilement de très beaux instruments qui peuvent donner des belles couleurs pures, surtout avec la technologie des DEL maintenant qui permet de créer des couleurs très pures très efficacement. Alors évidemment, c'est incarné de différentes manières, des produits qui sont plus ou moins raffinés jusqu'aux plus évolués. Alors il faut quand même choisir un peu, se débrouiller là-dedans. Et ben, c'est pour ça que j'ai fait des instruments comme la sensosphère qui rendent ça abordable à des particuliers, des choses qu'on peut mettre dans sa maison. Et je suis en train de terminer une petite version miniature de la lampe qu'on peut encore plus abordable. Donc, il y a vraiment plusieurs voies possibles pour explorer ça. Encore une fois, le livre décrit plusieurs de ces techniques qui sont accessibles. Merci. J'aimerais savoir, de votre côté, est-ce que vous avez été plus vers des approches orientales de grands maîtres tibétains ou ben non, des technologies plus scientifiques, concrètes, pratiques de lumière? Ben moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire le pont entre les deux. Parce que pour le 21e siècle, on a vraiment besoin de rejoindre ces deux dimensions-là. On ne peut plus les garder séparées et isolées. On a besoin naturellement de la technologie et de tout ce que la science nous apporte. Et on a aussi besoin de reconnecter avec une vision spirituelle des choses, finalement, de redonner un sens à la vie. Et il y a des manières magnifiques de connecter ces deux dimensions-là. Justement, la lumière en est une, comme on vient d'en parler. C'est vraiment, on fait le pont entre le monde physique et le monde de la conscience. Et donc, moi, je me suis toujours intéressé aux deux aspects. J'ai été explorer la méditation et j'ai cherché à voir ensuite si on pouvait utiliser la technologie pour ouvrir ces espaces-là et amener une harmonie intérieure. Donc, et effectivement, on s'aperçoit qu'on peut utiliser par le biais de la stimulation sensorielle la technologie et la science pour avoir un effet positif sur notre état interne, donc, qui est plus au niveau de l'ordre spirituel. Et c'est par là que passe la guérison, finalement. C'est toute cette forme de guérison qui passe à travers la régénération de notre équilibre, de notre harmonie interne. Je voulais savoir, quand tu parlais de la lumière est porteuse d'informations, de manière universelle, est-ce que tu parles d'informations du style scientifique ou d'informations spirituelles, comme l'énergie ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est plus ce deuxième sens-là. Il y a tout un nouveau champ d'exploration de la lumière qui traite de ce qu'on appelle les biophotons. On s'aperçoit que toute forme de vie émet et reçoit de la lumière. Les cellules mêmes communiquent par la lumière à travers ce qu'on appelle les biophotons. Et c'est une science qui est encore très mystérieuse, qui commence à peine à être explorée et comprise. Mais ce qui ressort de ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'entre les cellules, la lumière qui est émise, c'est émis à un niveau
très, très ténue, hein. C'est juste quelques photons, donc ce n'est pas perceptible à l'œil. C'est des niveaux lumineux beaucoup, beaucoup plus bas qui prennent des instruments, des photomultiplicateurs très poussés pour détecter. Mais ce que les chercheurs dans ce domaine on commence à découvrir, c'est que, par exemple, il y a une relation entre cette lumière et notre état de conscience, par le biais pas seulement de la quantité de lumière ou de sa couleur, mais aussi par des éléments plus subtils, comme ce qu'on appelle la cohérence des photons. Et donc, la lumière, c'est un phénomène complexe qui a plusieurs paramètres, et on s'aperçoit que donc, il y a certains de ces paramètres les plus délicats, les plus subtils, pourraient être influencés par la conscience. Et bon, il y a des chercheurs qui disent que chaque photon peut encoder une quantité énorme d'informations. Ça, c'est un niveau plus abstrait. Ce sont des concepts de l'information en termes mathématiques, finalement. Mais tout ça est ensemble parce que rendu à un certain niveau, il n'y a plus vraiment de distinction entre l'aspect physique et l'aspect non matériel ou conscience. Et c'est toujours cette espèce de frontière entre les deux, le point où ça se rejoint, qui semble passer par la lumière. Alors, peut-être ma réponse n'était pas très claire parce que c'est un sujet qui reste mystérieux encore. Il n'y a pas de réponse simple. Mais si ça t'intéresse, tu peux explorer toute cette question des biophotons. Il y a toute une littérature là-dessus. Ça marche. Merci beaucoup. Pauline est une des rares personnes qui a chez elle un de mes systèmes Sensora, une installation multisensorielle complète. Si tu veux, je peux partager mon petit témoignage. Ça fait 8 ans que j'ai le système Sensora installé dans ma maison. Justement, à ta demande, il y a quelque temps, tu m'avais demandé d'écrire mon témoignage. Ça m'a pris 3 semaines pour me décider comment je peux résumer ça. Puis je peux dire juste que je dis en demi-blague à mes amis, ça m'a guéri de ma folie. Alors, c'est une demi-blague parce que c'est réel. Je suis une personne je suis une personne de 80 ans en ce moment. À 72 ans, j'installais ce beau système-là. Ça a été pour moi le début de commencer à vivre, de commencer à respirer, de m'abandonner, de lâcher prise. Ma recherche avait été très intense depuis l'âge de 15 ans. Je cherchais un sens à la vie parce que dès 15 ans, je trouvais que la vie n'avait pas de sens. Je ne savais pas où ça allait me mener la vie, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à vivre, finalement. J'ai fait beaucoup de recherches. Je suis devenue moi-même psychothérapeute. L'aide aux autres m'a aidé beaucoup. Je me suis aidée à travers aider les autres. Puis un jour, j'ai eu connaissance de l'existence du Sensora. On s'est contacté, MaPrimeau, et j'ai le Sensora. C'est devenu mon refuge, cette chambre-là. La chambre du Sensora, pour moi, c'est devenu mon refuge. Alors, les premières choses qui ont été très intéressantes, c'est que j'ai commencé à bien dormir. Enfin, à dormir profondément, à me réveiller le matin, à être de plus en plus légère le matin, au lieu de me réveiller avec en fait, un fond dépressif que je traînais depuis 50 ans. Et maintenant, maintenant, je dirais que c'est comme si le Sensora a toujours fait partie de ma vie. Mais je sais que c'est pas vrai. Il y a eu un début, il y a eu un avant Sensora, puis un après Sensora. Je suis dans l'après, j'en goûte les bienfaits aussi souvent que je sens le besoin. Et maintenant, le besoin, ça va être, mettons, un peu de tension, de stress au niveau relationnel pour des raisons quelconques. Mais là, je me laisse plus aller là-dedans maintenant. Je m'en vais faire une petite séance d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure des fois. Très souvent, je finis par m'endormir. Je me sors de là, ça fait 1h30 que je suis là.
et je vais très bien. Puis la nuit qui suit, je dors très bien. Alors, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a, pour moi, là, le mot dépression, maintenant, c'est disparu de ma vie. Mon caractère s'est amélioré. Je suis un peu plus gentille avec tout le monde. J'ai moins des sauts d'humeur à propos de tout et de rien. Maintenant, je suis dans une période de ma vie où j'ai un cancer. Et je suis en traitement d'un cancer du pancréas. Et je vais bien, je vais bien. J'ai dit à ma médecin qu'il y a quelques jours passés, je reçois toujours des traitements de chimio, mais je dis à ma médecin, je ne me sens pas malade. Puis je ne sais pas pourquoi. Je ne me sens pas malade, mais je sais que j'ai des cellules cancéreuses dans le corps. Donc, je continue les traitements, puis ma vie quotidienne, j'ai beaucoup d'énergie, je fais toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités. Le Sansara m'a aidé. J'avais cherché beaucoup à apprendre à méditer. À travers toute ma recherche, j'ai voulu apprendre à méditer. J'étais incapable de méditer. Et le Sansara m'a amené dans un état méditatif. Maintenant, je dirais que je connais l'état méditatif. L'état méditatif, c'est, j'ai bien aimé les mots d'Osho tantôt, là, quand il y a des vagues sur le lac, c'est le mental qui est en marche, mais j'étais toujours dans le mental qui était en marche. Tandis que maintenant, je suis beaucoup plus, je lâche prise de tout, même je n'ai pas de visée sur la guérison en ce moment du cancer. Non. Bon, c'est le cancer qui est là en ce moment dans ma vie. Puis après, c'est tout. Je continue de vivre. À un moment donné, peut-être qu'il faudra que je garde le lit. Mais on verra ça à ce moment-là. J'ai pas d'attente. J'ai pas d'attente. Puis je dois ça au Sansara. Ouais, super témoignage, Pauline. Impressionnant. C'est vraiment l'intention derrière tout ce développement d'essayer de faire ce pont entre la méditation et notre vie quotidienne. On arrive donc à la fin de notre activité. J'aimerais peut-être ajouter un point que je connais un peu Anadi et avoir participé à quelques activités et lu son livre. Son travail est vraiment intéressant aussi au niveau de ce qu'on appelle la lumière douce. Je simplifie comme ça par rapport à la lumière ambiante qu'on a dans nos maisons et surtout si c'est des néons qui ont des vibrations de 50 Hz, 60 Hz, en tout cas, qui ne sont pas nécessairement tranquillisantes. Eh bien, tout le travail qu'il fait aussi va amener une autre genre de lumière. Mais ça, on n'a pas le temps de développer ici, mais ça fait partie de... Ce n'est pas que juste une ampoule de couleur, par exemple. Oui, en effet, il y a plusieurs aspects plus subtils. Beaucoup plus. Et que c'est intérieur. On a la source à l'intérieur. Le soleil donne la vie aux plantes par effet quantique. La chlorophylle, c'est un échange et d'énergie, de vie et d'information. Tout le monde vit grâce à la lumière du soleil. Alors, c'est très inspirant et ça donne, j'espère, pour tous des pistes. Hein. Ton travail, Anadi, pour la curiosité de chacun à explorer plus loin toutes ces pistes. Alors, merci pour ta contribution ce soir et merci à tous plaisir. C'était génial. Bonne continuation de cette nuit de la philosophie. Merci, Anadi. On continue. Rendez-vous l'année prochaine. Merci. Au revoir. Bonjour à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Pauline. Merci.